Des femmes comme vous, c'est un balado destiné aux femmes épanouies de 50 ans et plus. Plongez dans l'univers captivant des animatrices Carole et Vicky. Des femmes comme vous, un balado propulsé par les Radieuses Magazines. Bienvenue à ce 26e balado des femmes comme vous. Bonjour Carole. Bonjour Vicky. T'avais peur que je te dise, que j'oublie de te dire bonjour? Non, jamais j'aurais cette crainte-là, voyons. Jamais. Alors, en fait, on reçoit aujourd'hui la chef cuisinière abénaquise et autrice Lisanne Obansawin. Je l'ai bien dit, hein, de la communauté d'Odanak au Québec, car elle vient de publier ce livre, une première dans la littérature culinaire, Cuisine autochtone. Bonjour Lisanne. Ben, Kouaï. Kouaï, oui, Kouaï. J'aime tellement ce terme-là pour dire bonjour. Alors, et on quoi, dit, Lisanne? oui, on dit Koué et où on dit Kouaï. Ça dépend des nations. Ça dépend des nous autres, nations. on est des petits moutons noirs là, du Québec, là, on dit Kouaï au lieu de Koué. C'est vrai, ça? Oui. OK. Donc, c'est vrai, on l'entend de plus en plus, d'ailleurs, à la radio, à la télé, Oui. un peu partout. Et ça, c'est merveilleux. Hein? C'est que ça progresse, la culture autochtone au Québec. Exact. Et on va en parler aujourd'hui. Alors, très, très heureuse de te recevoir, Lisanne, et que tu aies pris le temps de te déplacer pour venir à notre rencontre à Magog. Alors, c'est avec donc un très grand plaisir qu'on t'accueille et nous aurions aimé te recevoir aussi dans une cuisine, mais qu'est-ce que tu veux? On n'a pas de cuisine aujourd'hui, mais on a quelques éléments et puis on va parler de ton livre, bien sûr, et je suis certaine que ça va donner quand même le goût, même si on n'a pas les odeurs et l'image avec, comme on voit dans une cuisine avec un chef, je pense qu'on va donner le goût aux gens de s'intéresser à cette cuisine-là, puis à cette culture-là aussi. Quel beau prétexte, la cuisine, pour parler de culture et de culture autochtone. Alors, moi, je trouvais que c'était merveilleux. Je pense aussi qu'il y a une intention pour toi de livrer ça. C'est carrément volontaire. C'est carrément volontaire C'est et volontaire. stratégique. Oui. Ben, pour moi, je trouvais que c'était une belle façon de faire un pont entre deux cultures, justement. Souvent, Oui. ça nous permet, surtout pour le peuple québécois et les peuples autochtones, on est sur le même territoire et souvent, on oublie qu'on a les mêmes ingrédients et qu'on les a partagés depuis des générations. Donc, c'est bien de pouvoir se le rappeler, qu'on n'est pas toujours à des années-lumière l'un l'autre par rapport à notre culture, finalement. Là. Fait que Absolument. moi, c'est de cette façon-là que je la porte. Je crois que tout le monde mange aussi, alors ça amène cette facilité-là à pouvoir discuter avec les autres. Et tu sais, dans notre univers multiculturel, hein, on prône beaucoup le multiculturalisme. On accueille plein de personnes immigrantes dans nos communautés. Et c'est souvent par la nourriture qu'on Ouais, apprend tout à fait. à découvrir, à connaître, à être curieux aussi de l'autre. Mais on l'a peu fait sur la cuisine autochtone. Et ça, je trouve ça génial que je pense qu'il y en a beaucoup qui attendaient aussi ce livre-là. On n'en entend pas beaucoup parler non plus de la cuisine autochtone. Hein? Mhm. Non, c'est ça, c'est Ouais. quelque chose qui est Ouais. assez nouveau. Ouais. Je crois qu'il y avait une crainte un peu aussi à travers ça, parce que souvent, on a tendance à voir on a pensé longtemps que les Autochtones étaient quelque chose de passé. Hein? Il y en a qui ont comme découvert les Autochtones dans les années 90, puis ils pensaient qu'ils n'existaient pas autrement. Donc, c'est quelque chose qui est assez récent. Maintenant, les gens sont maintenant prêts à pouvoir en entendre parler parce que, justement, on est dans cette ouverture-là de découvrir des mets exotiques à gauche et à droite. On a la chance aussi, dans nos épiceries, à avoir des fruits, des légumes exotiques aussi qu'on a accès, chose qu'on n'avait pas accès il y a à peine 40 ans. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé en si peu de temps dans notre société que c'est pas très surprenant aussi qu'on n'en ait pas vraiment entendu parler au niveau des Autochtones. Si on pensait qu'ils n'existaient juste plus, là, qu'on parlait toujours d'eux au passé. Ouais, c'est un Puis bon dans point. ton livre, on va en parler un petit peu plus tantôt, là, Oui. mais dans ton livre, on voit bien aussi là, cette transition-là, puis cette évolution-là, et le pont aussi avec la nourriture dite québécoise. Là. Est-ce qu'on Ouais. a vraiment des mets québécois? Bien Hein? sûr, mais là, c'est un autre débat, mais oui, quand même. Oui, Quand même, oui, mais absolument. Vous êtes pas Absolument. culturé de cuisine culinaire, là, au Ouais, niveau... ouais. tu sais, Ouais, ça fait absolument. partie de Oui, puis ça il y a aussi, là. les traditions, puis il y a la Ouais. cuisine traditionnelle. Je pense Ben qu'on ouais. l'a aussi, mais Oui. il y a aussi Ouais. la cuisine nouvelle, donc qui s'invente et qui continuera de s'inventer. Et puis, toi, tu as aussi créé une entreprise qui s'appelle le traiteur Québénaki. Oui.
Hein, je le dis bien. Et c'est un service de traiteur. Donc, comme chef cuisinière, évidemment, tu continues. Tu n'écris pas seulement que des livres, tu continues à cuisiner. Ça, c'est Oui, bien. ben c'était ça Oui. un peu qui était le défi, hein, parce que Oui. quand on décide de sortir par écrit après ça nos recettes, Oui. c'est je décide sciemment de partager mon savoir et de laisser l'opportunité à d'autres chefs de les faire. Et Donc, je n'ai plus d'exclusivité quand que je fais ça. Ah oui, c'est un choix quand C'est même. un choix, Ouais. mais il a fallu que je me rende jusque-là. Oui. Dans ma tête, je me suis dit, OK, là, je suis rendue là. Mais tu sais, ça a pris du temps. Là. Je voulais garder ça pour moi pendant un bon bout de temps. J'étais comme une des seules là, à faire ce métier-là aussi en tant que... Tu sais, je fais pas le métier, mais faire de la cuisine du terroir à saveur autochtone était quelque chose d'un peu d'inusité à l'époque, parce que moi, j'ai commencé en 2006, là, fait que ça fait quand même plusieurs années. Donc, quand j'ai commencé, c'était plutôt ça. Tu sais, j'étais assez tout seul. Là. Et là, ça a popé dans les dernières années. Il a commencé à avoir davantage de concurrence pour moi. Fait que c'est sûr que c'est un pensez-y bien après ça de dire, bon, tu sais, moi, c'est mes recettes. Puis après ça, ben, ces traiteurs-là peuvent aussi les refaire. Mais maintenant, je les vois comme étant des alliés, des gens qui peuvent aussi faire la même chose que moi, c'est-à-dire donner le goût aux gens. C'est ça, exactement, d'en connaître davantage au niveau de la culture autochtone. Puis, en quelque part, je veux dire, une seule personne n'est pas capable de traverser tout le territoire non plus. Donc, c'est normal un peu que je le fasse. Fait que c'est la raison pour laquelle je me suis permis de faire les deux. Oui, et puis il y a quelques chefs quand même, mais il n'y en a pas beaucoup, comme tu dis, qui le font, qui font cette cuisine-là autochtone. Même, si on parle au Québec, là, au Canada, il y en a très peu. Bien, il y en a très peu si on parle, parce que là, à c'est une petite communauté là, de chefs. Oui, mais c'est au prorata de la population qu'on vrai. a. Je veux dire, oui. si on parle, mettons, au niveau du Québec, tout le monde tripe ses chefs. On fait des émissions, les chefs de bois, les chefs. Il y a comme plein d'émissions par rapport à des chefs, mais il n'y en a pas tant que ça non plus, là. C'est vrai. On n'est pas... Moi, je vous dirais, quand j'ai commencé à faire mes cours de cuisine, on commençait toujours aux 30, puis on finissait comme une poignée de personnes. Là. Je pense que la première année, quand j'ai fini mon DEP, on a fini... je pense qu'on était 15. Puis après ça, moi, j'ai fait 3 années. Hein. La deuxième année, on a fini 10, puis la troisième, on a fini 6. OK. Fait que, tu sais, plus ça allait, moins qu'il y avait des gens qui allaient dans ce processus-là. Donc, c'est le même principe. C'est-à-dire que c'est un métier qui n'est pas évident, qui est stressant. Oui. Fait que c'est pas tout le monde, surtout quand tu es traiteur, ben tu as affaire à t'adapter continuellement à des environnements différents. Ce qui fait que je ne suis pas anxieuse dans la vie et je ne peux pas l'être dans l'environnement dans lequel je suis. On en parlait tantôt, mais ton objectif quand tu es allé faire ton DEP, est-ce que c'était d'ouvrir ton restaurant, travailler dans un restaurant, devenir traiteur? Est-ce qu'à ce moment-là, tu avais déjà l'objectif d'ouvrir un service de traiteur? Pas du tout. Non? Pas du tout. En fait, je savais pas ce que je voulais. Mais moi, j'étais plus jeune aussi. Hein? J'avais 18 ans. Donc, quand je décide de m'en aller en cuisine, c'est tout simplement que ça allait de soi pour moi. Moi, j'ai jamais fait de château de sable. Moi, je faisais des gâteaux. Je faisais des gâteaux, puis je faisais des biscuits de sable. OK? C'était plutôt ça que je faisais quand j'étais vraiment très jeune. J'ai commencé à cuisiner aussi très jeune. Moi, j'ai commencé à l'âge de 4 ans. OK? J'adorais cuisiner, OK? Puis on me laissait la possibilité de pouvoir le faire aussi. Fait que de faire tout ça, d'être tout le temps dans la cuisine, ben pour moi, c'était comme, ben OK, j'étais un peu comme Obélix qui est tombé dans le marmite. Fait que, tu sais, j'ai commencé comme ça. Puis j'étais toujours dans l'animation, le côté historique et culturel, parce que ma mère est anthropologue, mon père est muséologue. Là, donc, moi, j'ai travaillé au musée pendant un certain temps. J'étais toujours là-dedans. Je faisais partie d'une troupe de danse. J'ai voyagé un peu partout en Europe, tu sais, bon, pour montrer les danses à Benakis aux gens. Bon, fait que j'étais toujours un peu dans la culture et tout. Puis là, moi, je décide de m'en aller en cuisine française. On s'est dit qu'il y a quoi que même ma mère a fait, qu'est-ce que ça fait là? Je comprends pas. Et puis par la suite, c'est vraiment plus tard, je te dirais que c'est vraiment les gens autour de moi qui ont fait, mais pourquoi tu te pars pas quelque chose? Tu as les capacités, on voit que dans ta personnalité, tu as assez d'entrepreneurship pour pouvoir te partir quelque chose, tu sais. Mais je devais bâtir d'abord une expérience parce que mes parents ne sont pas des restaurateurs. Donc, je me suis promenée, j'ai été quand même quelques années à faire des hôtels, des auberges, des petits restos. J'ai vraiment fait le tour pour après ça décider de partir réellement en affaires. OK. Puis quand tu te promenais justement dans les hôtels et restaurants, c'était-tu pour de la cuisine autochtone ou de la cuisine française? Non, c'est la cuisine française. Il n'y avait pas rien d'autochtone. Ça, Ça, comme j'expliquais tantôt, c'était vraiment... nouveau. Oui, c'est ça, c'était pas connu.
Moi, quand on m'a amené ça, en fait, la première fois que j'ai fait de la cuisine autochtone, entre guillemets, là, c'est que c'était pour le festival Présence autochtone qui a lieu toujours à Montréal en été. Et puis, qui font découvrir justement d'autres artistes et artisans autochtones durant cette période-là. C'est super. Mais il n'y avait comme pas rien au niveau culinaire. Puis, il y en a un qui était dans l'organisation qui savait que je venais de diplômer comme chef. Puis après ça, il m'a dit, ben écoute, il savait que je travaillais dans un restaurant sushi à cette époque-là. Fait qu'il m'a dit, hey, ça te tente-tu de faire des sushis à saveur autochtone? Puis j'ai fait, oui, je vais essayer ça. Je vais essayer de trouver un mix pour que ça puisse bien fonctionner. Puis ça a commencé de même, à faire la cuisine fusion. Ah oui, c'est comme ça, le petit déclic. Le petit déclic là, on se fait posait là. la question, justement, ça avait été quoi ton déclic, ton cheminement? Donc, ça a été comme ça. Une bougie d'allumage, là. Oui, exactement. Ouais. C'était comme ça. Puis par la suite, c'est mes professeurs qui me poussaient, là, pour m'en aller là, dans ça, vraiment. Puis, moi, je suis comme ça, en fait. C'est que si tu me donnes un défi, je vais le réaliser, mais il faut que tu me le proposes, parce que sinon, moi, je vais juste procrastiner chez nous, puis j'aime bien ça, être dans ma procrastination. Mais là, tu as allié, en fait, tes talents culinaires, ton amour pour la cuisine, puis aussi, mais en fait, tout ce que je ne l'ai pas encore dit, là, mais tu as aussi créé une organisation qui s'appelle Famille d'autrefois, parce que la question de transmission de culture est importante pour toi. Ben, tantôt, tu nommais ta mère, Nicole, qui est bien connue comme anthropologue. On la voit souvent dans les reportages, les documentaires. Elle a dirigé aussi quelques musées aussi là, dans sa vie, le musée autochtone. Oui, c'est le musée Abénaki, le musée des Abénakis. Le musée des Abénakis. Alors, toute cette question-là, justement, de transmission de culture, de cette volonté-là, il y a probablement un petit gène familial. Ah, si, à peine. Non, mais en fait, ça, c'est un autre déclic qui est arrivé. Moi, j'ai quitté ma communauté. Alors, j'ai 18 ans, je me suis promenée. Hein. Je fais des in and out dans ma communauté où est-ce que je quitte, je m'en vais faire mes études, je reviens. Après ça, je requitte parce que je tombe en amour et là, je reviens. Bon, grosso modo, ça ressemblait à ça. Et là, je suis retombée en amour, donc j'ai quitté depuis ça fait déjà 14 ans. Quand tu dis que tu as quitté Odanak? J'ai quitté Odanak. Juste, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais Odanak, c'est où? Odanak, c'est entre Sorel et Nicolet. C'est une petite communauté vraiment minuscule qu'on peut... mon Dieu, tu sais, souvent je dis, vous passez... il y a un dépanneur, puis oups, vous êtes rendu à l'autre... c'est très petit. Vraiment. On parle d'une petite communauté de 400 habitants. Okay. Fait que c'est pas... c'est une Donc, des c'est là petites. que tu as grandi. Oui. Et puis que tes parents sont encore là? Oui, mes parents... tout le monde est encore là, en fait, dans ma famille. Il y a juste moi qui ai quitté, là. Mais j'y reviens régulièrement, là, évidemment. Là, la maison familiale, pour moi, c'est ça qui est tout le temps drôle. Là. Des fois, j'en parle avec ma fille. Je dis, bon, on s'en va tout chez nous? Ben, comme, là, c'est pas... on est déjà là. Je suis comme... Non, je parle de chez mamie, papi, tu sais, là. Mais pour moi, c'est encore chez nous, tu sais. Donc, pour ce qui est de Odanak, ben c'est ça. Quand j'ai décidé de la quitter, c'était... Tu sais, j'ai pas pensé que ça demandait un effort supplémentaire de devoir transmettre par la suite. Parce que quand on ne baigne plus dans la culture à laquelle tu appartiens, puis qu'il n'y en a pas à l'extérieur, parce que c'est la culture québécoise qui domine, bien, ça demande cet effort-là. Ça ne vient pas automatique de dire « Ah, je vais te faire des chants en Abénaki, je vais t'apprendre à compter en Abénaki, je vais te montrer les danses, tout ça. » Il n'y a pas d'activité communautaire qui est en lien avec la culture autochtone. Fait qu'il faut que je fasse cet effort-là par moi-même du côté familial. Et je l'ai échappé, entre guillemets, là, où est-ce que j'ai pas pensé, parce que j'étais en début, où c'est que je faisais mon traiteur, puis là, ben, j'aimais bien ça, montrer ma culture à tout le monde, sauf à ma propre famille, sans faire par exprès. Et donc, c'est mon garçon, en fait, qui est allé à l'école en première année, puis qui devait apporter une boîte à souvenirs, OK, de trucs qui le rappelaient son identité. OK, c'était ça le thème. Et donc, il avait apporté plein d'objets, évidemment, et dont une chemise à ruban. Et il s'est mis à dire, et c'est là que ça m'a vraiment fait un choc, parce qu'il a dit, je porte cette chemise à ruban-là, je l'ai apportée parce que je suis québécois. Puis là, j'ai fait...
Parce que la chemise à ruban, c'est Abénaquis, là, c'est autochtone. Il n'avait pas fait le lien, non. Pour lui, c'était Dieu. comme, je suis québécois, tu sais, j'habite au Québec. Puis, c'est intéressant en même temps, ouais, mais c'est comme confrontant aussi. Oui, assez, okay. Parce que, c'est confrontant, mais en même temps, tu te dis, oups, j'ai oublié quelque chose, je pense, tu sais, dans la transmission pour expliquer la différence entre Québécois et Abénaquis. Et à partir de ce moment-là, j'en avais discuté avec mon conjoint qui est très, très ouvert, qui est rendu plus Abénaquis parce que je l'ai colonisé de mon bord. Mais ça reste que... je bien sûr de dire ça. Mais sinon, autrement... La revanche. Oui, c'est ça. Mais c'est un beau partage. Oui, c'est un beau partage, puis on aime bien ça. Mais quand j'en ai parlé, j'ai dit, écoute, je pense que pour moi, de la manière que j'ai emmagasiné tout le côté culturel et historique, c'est en étant principalement dans la troupe de danse. Parce que j'avais affaire à me promener à gauche et à droite, ma mère répétait continuellement la même chose. Toujours les mêmes explications, les mêmes légendes. Fait qu'à un moment donné, c'est ça la transmission orale. C'est-à-dire que t'entends et tu retiens. Et donc, moi, maintenant, ma mère n'a pas eu besoin de m'enseigner ça. Si elle me dit, « Lisanne, tu veux-tu aller faire des légendes à telle place? » Je vais aller les faire, je les sais, je les connais par cœur. Alors, c'est ça que ça a donné. Puis je me suis dit, OK, il faut que j'essaie de reproduire ce même schéma-là. Mais je ne veux pas non plus exclure mon conjoint qui, lui aussi, considère que la culture québécoise est quand même fragile. Oui. Surtout au niveau sûr, on a nos défis, au niveau de la langue. Tout ce qui est patrimoine immatériel, on y pense rarement. Et donc, vrai. En dehors de la langue, il y a bien d'autres choses. Il faut souvent dire d'où est-ce qu'on vient pour savoir où est-ce qu'on s'en va. C'est vrai. Donc, d'amener ça tous les deux, d'avoir que lui avait le côté canadien-français, puis moi, j'avais le côté autochtone, ça donnait cette richesse-là ensemble de pouvoir transmettre à nos enfants puis qu'ils en apprennent davantage. Et ça, c'est quelque chose qu'après ça, parce que si je l'ai un petit peu échappé avec mon garçon, c'est terminé. Maintenant, il a bien intégré ces deux nationalités, évidemment, parce qu'il est québécois et abénaquis. Puis pour ma fille, même chose. Mais pour ma fille, pour qu'elle soit imprégnée davantage, parce que c'est bien beau, c'est plus facile à Odanak, j'amène ma fille, s'en va dans le powwow, ça va goûter elle a juste besoin de baigner un peu dedans dans quelques activités culturelles qu'il y a pour pouvoir s'imprégner de ça. Mais souvent, le côté immatériel, au niveau québécois, on ne sait pas où se diriger. Fait que c'est souvent des choses dans le patrimoine vivant, ou est-ce que c'est des personnes qui sont plus retraitées qui sont là-dedans. Oui. Et donc, pour ma fille, elle, pour poursuivre ça, on l'a amenée au village québécois d'antan. Oui. Donc, il y a un petit rappel dans mon livre à travers ça. Oui, parce que ça a été fait là, les photos, tout ça dans ton livre, là, tu l'expliques bien. Oui. Donc, et donc, le village québécois d'antan et le village de ma fille. Ma fille, pour elle a été 3 années, ça va être à sa 3e année qu'elle va y retourner encore là cette année pour la colonie de vacances. Donc, elle dort là. Alors, il y a comme tout l'univers qui est là. Ils font plein d'activités, évidemment, les chants, mais elle se les est appropriées. Puis, souvent, elle les chante, elle les fredonne. Et c'est des chants que nous, on chante plus, tu sais. Je veux dire, même les Québécois ne chantent plus. La laine des moutons, quand est-ce que tu l'as chantée, celle-là? À mes enfants, la dernière fois, mais ça fait longtemps. C'est ça, exactement. Donc, c'est le même principe. Et donc, là, puis pour enchaîner par la suite, parce que famille m'a apporté ça, ce côté-là, famille autrefois m'a apporté ce désir-là de pouvoir faire ces échanges, de pouvoir comparer à gauche et à droite tout le temps, pour pouvoir, quand que j'essaie de parler avec les gens, que je dise oui, mais c'est pour ça que je fais souvent des comparaisons, puis je donne des exemples pour que les gens soient en mesure de pouvoir bien saisir un peu les concepts ou l'histoire dans laquelle on se retrouve. Oui. Ah. Bien, c'est des beaux déclencheurs, ça, effectivement. Oui, vas-y, Carole. Est-ce que tu sens qu'il y a vraiment un intérêt réel des différentes communautés justement à la transmission du savoir? Tu sais, toi, tu dis, moi, j'y avais pas pensé avec mes propres enfants. Est-ce que tu sens que c'est pas mal la même chose chez la majorité des Autochtones ou... Non, ou depuis quelques années, il y a comme une conscience plus grande par rapport à ça? Je pense qu'on... Attends, je vais juste remettre un peu pendule à l'heure. J'ai l'expliqué que j'ai quitté ma communauté. Oui. Ce qui fait une différence. Quand tu baignes dedans, tu y penses pas. Tu la transmets sans le savoir.
Tandis que moi, comme j'ai quitté, j'ai dû faire un effort de la transmettre. Donc, je dirais que oui, c'est le cas pour les Autochtones qui sont plus urbanisés, qui ont quitté leur communauté, qui habitent à l'extérieur. Je peux penser, par exemple, à Mélissa Molène-Dupuis, qui est bien connue, mais qui est rendue à Grimby. Qui est pas très loin d'ici. Puis c'est ça, rendue à Grimby, mais pour elle, tu sais, elle est loin de son patelin, là. C'est vrai. Donc, pour elle, c'est un effort. Mais elle est très impliquée en même temps. Oui, mais même si tu es impliquée, tu es impliquée encore dans un univers qui est à l'extérieur. Tu es là pour transmettre aux gens autour. Et pas nécessairement... C'est plus sur les enjeux, non pas nécessairement sur... C'est parce que quand tu arrives chez toi, tu as travaillé toute ta journée à transmettre ta culture, ben, tu reviens chez vous puis tu écoutes Stat. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas... c'est ça, on baigne dans la même culture. C'est ça, exactement. On y pense moins, c'est tout, tu sais, parce que... Donc, c'est un effort au quotidien de devoir faire, OK, là, je décide de faire ça. C'est sûr que ça aide quand on a des éléments, des objets ou même de la nourriture, justement, pour nous rappeler d'où on vient. Ça fonctionne bien. Mais sinon, autrement, quand tu reviens dans ton petit chez-toi puis que tu viens tout juste de déménager, ben t'as pas eu ton quotidien, exactement, tes activités, puis voilà, il y a tout plein de choses à apprendre aussi. Donc, la culture vient comme un peu... comment on l'intègre dans le quotidien, un peu. Exactement. C'est aussi ça, la question. Oui, là. Donc, pour répondre à ta question, ben, pour les gens extérieurs, oui, ils doivent faire l'effort, mais oui, c'est un petit peu plus présent parce que il y a cette ouverture-là aussi de la société maintenant, un peu plus pour les Autochtones. On en parle beaucoup plus. On nous laisse un peu plus la place. Donc, le fait d'avoir, au lieu de nous taper dessus, ben là, au lieu de ça, c'est comme, OK, on laisse la place, on laisse la parole aux gens. Donc ça aide aussi beaucoup à pouvoir s'exprimer, à savoir qui on est aussi, dans cette, surtout quand on est en ville, qu'on baigne justement dans le côté multiculturel. Ben, t'es pas mal tout seul en tant qu'Autochtone. T'es un Indien dans la ville, là, comme le film. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. Donc, quand on se sent un peu seul à travers ça, faut aussi se trouver des repères. Donc là, avec ça, maintenant, ben, c'est plus facile parce qu'il y a des connexions qui se font. Souvent, ça se fait aussi sur le net, là, sur les réseaux sociaux, ça aide beaucoup. Ça doit aider. Mais c'est sûr que le fait de pouvoir avoir le micro puis de pouvoir discuter entre nous sans avoir peur nécessairement de s'afficher en tant qu'Autochtone, ben ça aide énormément. Puis ça, c'est tellement récent. C'est important ce que tu dis là, parce que toute la question de cacher l'identité, de ne pas nécessairement nommer que vous êtes autochtone, que peu importe de la communauté d'où vous venez, ben c'est nouveau qu'on l'affirme. Il y a cette affirmation-là et ça, c'est merveilleux. Il me semble qu'on voit beaucoup aussi des jeunes qui même dans la culture, dans la chanson, au niveau culturel, qui prennent la parole, mais qui font de l'art aussi. Elle est beaucoup plus... On l'entend, elle est plus visible. Il y a des émissions de radio comme on a Mélissa, pensé, tout ça. Si je ne m'abuse, c'est Mario Jean. Voyons, celui qui a fait les... Michel Jean. Michel Jean. Oui, Pas Michel Mario Jean. Jean, j'ai su c'est Maurice. Michel Jean. Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, c'est ça, j'étais là. Mais ça, c'est pas Mario. Je savais que c'était Michel Jean. Moi, les noms, Michel Jean, il a déjà nommé aussi au micro que ça a pris du temps. C'est assez récent qu'il a osé affirmer qu'il était autochtone. Alors, c'est les tabous, c'est les préjugés aussi qui viennent de loin, là. C'est que pour arriver à où est-ce qu'on en est là, il faut qu'il y ait de l'ouverture du côté de la société en général. Et donc, avant ça, dans les livres d'histoire, on comptait quoi quand on disait de parler des Autochtones? 2 pages, 3 pages? Sur le 500 pages qui parle de l'histoire du Québec. C'était pas Jojo tout le temps, là, quand on parlait. En fait, ça parlait surtout du passé, là. Je veux dire, ça parlait du passé. Souvent, il y avait beaucoup de préjugés aussi. Et il y a souvent le fameux mythe là, qui perdure toujours sur le fait que les Français ont donc bien été bons avec les Autochtones, puis les Anglais ont été méchants. Mais c'est plus nuancé que ça. Il y a pas, donc, c'est de savoir ça, de connaître réellement son histoire qui n'est pas évident. Tu sais. Et donc, à travers ça, puis en plus, quand il y a des crises, comme on a vécu à la crise d'Oka, ben il ne faut pas l'oublier. Là, je veux dire, c'est un trauma qu'on traîne avec nous pendant des années de temps par la suite. Donc, puis encore aujourd'hui, on en vit encore de ces dommages collatéraux-là. Donc, quand ça arrive, ben c'est sûr que c'est moins évident. On a moins le goût de dire... Tu sais, moi, quand j'avais 9 ans, je ne savais pas, moi, que c'était pas correct d'être indienne, parce qu'à l'époque, j'étais une indienne.
Je savais pas que c'était pas correct. Moi, je suis habituée de faire des danses traditionnelles en habit de cuir. C'était normal, là. C'est la normalité. Ouais, parce pour que moi, tu vivais c'était aussi ça. dans ton milieu. Dans mon petit milieu, mais tu sais, puis quand que je faisais mes spectacles, ben c'était pour des gens intéressés. Oui, exactement. La question se posait pas, en fait. Non, tandis que quand il y a eu cette période-là, c'est une période plus sombre, là, où est-ce que, là, tout à coup, on nous demande moins, ou bien si on me voit en habit de même, on se demande qu'est-ce que je fais là, moi, l'Indienne, puis bon. Tu sais, ça fait un choc aussi de savoir ça, que tu n'es plus tant bienvenu que ça. Oui. Donc, il y a ce délai-là qui a freiné un peu la progression de l'affirmation de soi chez les Autochtones. Oui. Mais tout a déboulé avec la fermeture du dernier pensionnat en 96. C'est l'histoire récente. Ouais. 96, c'est hier, là. Ouais. Ça fait pas 100 ans, là. Non. C'est dans l'histoire contemporaine. Mais mon fils est né en 96. Là. Ben, on est exactement. dans l'histoire contemporaine. Et c'est ce qu'il faut rappeler aux gens, c'est que on est là. C'est tellement récent. Oui, c'est ça. C'est pas tant du passé. Le monde parle tout le temps de v'là 400 ans, Oui. mais non, c'est pas l'histoire de v'là 400 ans, c'est là maintenant. Mais j'avais moi-même ces perceptions-là que ça faisait tellement longtemps, les pensionnats, que ça faisait des années, là, 75 ans, 100 ans. Et quand je me suis rendu compte que on est vraiment dans l'histoire contemporaine, on le vit, là, on vit à côté, on le sait pas, on n'était pas au courant, en tout cas, on étant... les Québécois qui ne sont pas autochtones. On va dire ça comme ça. Même les Autochtones n'étaient pas tous au courant non plus. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui allait dans les pensionnats. Dans toute la foulée de la réconciliation vérité, ça aussi, ça l'a allumé. Oui. Ça l'a énormément aidé. Il y a eu beaucoup de gestes et de moments dans les 10-15 dernières années. Harper s'est excusé des pensionnats en 2008. C'est là. Ah oui. C'était en 2008. Ben oui, c'est ça. Parce qu'avant ça, on ne savait même pas qu'il avait fermé en 96. Alors, c'est en 2008. Fait que ça fait même pas 20 ans encore. Alors, c'est vraiment... récent. Oui, c'est ça. C'est extrêmement récent. Donc, et les commissions ont déboulé à partir de 2015. Fait que c'est encore... c'est comme c'était hier. Oui, puis pour que les gens en veulent en savoir plus, je suis allée voir l'exposition au MAC à Montréal à l'Anis. Oui, c'est ça. Au Bamsawin, la même famille. Oui. Oui, c'est ça. Et ça aussi, on apprend beaucoup aussi, là, si on veut apprendre davantage. Je trouve que c'est une belle exposition pour ça. Ouais. Tu nous racontais après entrevue aussi que c'est pas toutes les communautés qui ont vécu les mêmes choses aussi. Non. Parce que souvent, nous, les Québécois, puis je vais dire « on », là, mais bon, c'est qu'on a l'impression que ce qu'on entend le plus souvent dans les médias, bien, c'est que tout le monde a vécu les mêmes choses. Bien, c'est pas ça, là. Il y en a que ça a été plus difficile, il y en a que, oui, effectivement. Que ça dépend la cohabitation a été plus facile aussi. Oui, puis je veux dire, c'est du coast to coast. Là. On s'entend que, tu sais, juste au Québec, les pensionnats sont arrivés vraiment sur le tard, puis c'est avec le développement de l'évolution industrielle qui s'est passé sur le territoire. Et donc, dépendamment qu'est-ce que tu avais à faire à exploiter, bien, c'est là qu'il y avait les pensionnats. Ouais. Donc, qu'est-ce qui a été exploité en premier? C'est l'industrie du bois, où est-ce qu'ils ont fait les pâtes et papiers et tout. Ouais. Donc, c'est eux autres qui ont mangé plus de misère que, par exemple, les Abénaquis qui étaient dans le milieu. Ils ont mangé de la misère aussi, mais il y a 400 ans. Oui. Mais, tu sais, dans l'histoire plus récente, nous, on n'avait pas vécu les pensionnats. On a été exempts de ça parce qu'on vivait dans un milieu plus urbain. Donc, moi, j'ai pas été déracinée. Il n'y a personne qui est venu chez nous. Il n'y a pas eu de police montée qui est venue, tu sais, pour dire, bon, je vais t'arracher de tes parents pour t'amener dans un pensionnat. Je n'ai pas vécu ça. Oui, ça et donc, ça fait une grande différence. Oui, absolument. Malheureusement, on a tendance à vouloir mettre tout le monde dans le même bateau, mais la problématique qu'il y a, c'est qu'on parle des Premières Nations, les Premières Nations. Et donc, on les englobe tous. C'est ça. Alors c'est parce qu'on ne sait pas. Puis juste au Québec, quand on en parlait, là, parce que tu as une carte dans ton livre là, qui montre un peu les 11 nations. Oui, c'est les 11 nations, 54 communautés. Oui, c'est ça. Puis la majorité des communautés sont situées dans les communautés du Nord. Et donc, il y a eu aussi d'autres impacts avec René Lévesque. Il y a eu d'autres moments. C'est complètement différent. Selon l'exploitation des ressources. Donc, oui, entre autres. Ou bien sinon, c'est juste en lien avec un retour au territoire. Hein, le Québec chez nous. Bon, tout ça est arrivé. Les politiques influencent énormément l'histoire des Autochtones récente. Oui, donc, ça l'a amené ça. Mais c'est pour ça qu'on peut pas... je peux pas parler pour les Autochtones qui ont vécu ces traumatismes-là quand je les ai pas vécus, moi, de mon bord. J'ai eu cette chance-là. Et je tiens à la communiquer aussi. Je dis, j'ai eu cette chance-là. On a beau essayer de vouloir m'enlever cette culture-là, elle
elle fait partie intégrante de moi et je peux pas faire comme si elle n'existait pas, là. Donc, pour moi, j'ai beaucoup de difficultés à m'imaginer qu'on ait pu faire ça à un enfant et quelles conséquences que ça peut avoir au niveau... au niveau c'est très difficile de s'imaginer. Psychologique, exactement. C'est très... Fait que je peux pas le faire. Non, c'est ça. Enfin. Mais là, on parle de cuisine. Oui. Okay. Quelque chose de plus... oui. C'est tellement intéressant, on pourrait... Écoute, c'est un sujet qu'on pourrait tellement élaborer. Puis, je pense que je me suis toujours dit, comme citoyenne, j'ai le devoir de m'informer, de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Pour moi, c'est important. Mais parle-nous de ton livre. Donc, parce que ce que je comprends dans le livre, c'est que tu l'as divisé en 3 chapitres. Peux-tu nous parler de ça? Oui, j'ai décidé de le faire en 3 chapitres parce que, en fait, la première fois parce que moi, on m'a approché pour faire le livre, en fait. Hein? Donc, c'est pas moi qui a fait le livre, qui était voir une maison d'édition, c'est plutôt la maison d'édition qui est venue me voir et qui m'a dit « Tu veux-tu faire un livre de cuisine autochtone? » Fait que c'est un autre... Et donc, la vision qu'avaient les éditions en termes de cuisine autochtone était encore très folklorisée. Puis j'étais comme, non, on n'ira pas là. Et donc, il a fallu qu'il y ait une espèce un peu d'éducation à travers ça. Puis ils m'ont remercié, évidemment, de l'avoir fait. Mais je me suis dit, là, pour pouvoir dire c'est quoi la cuisine autochtone, il faut être capable de la décrire. Et je peux pas mettre juste un volet de la cuisine, qui est, mettons, la première section, qui est de faire de la bannique sur le feu, par exemple, ou de faire rôtir le castor, parce que là, on tombe dans la folklorisation. Puis je peux pas non plus juste mettre de quoi qui est hyper fashion présentement, à faire du tataki de phoque sur le bord d'un feu. Ça marche pas. Tu sais, j'ai dit, quand on va dans le bois, nous, chez les Autochtones, c'est un moment de ressourcement. C'est un moment de ressourcement culturel, c'est un moment de ressourcement à nous reconnecter avec qui on est, avec nos aînés. C'est un moment souvent de transmission aussi. Donc, on n'est pas là dans le côté chic-chac, chalet, machin. Fait que pour moi, c'était important de faire cette distinction-là sans évacuer la fine cuisine qui est quand même présente aussi désormais. Donc, comment le traduire dans un livre? Ben, j'ai dit, j'ai pas le choix. Il faut que je le fasse en 3 chapitres. Il faut qu'il y ait une espèce de trame, sans qu'il y ait une trame historique, parce que c'est pas vraiment une trame historique. On se promène dans ces... Tu sais, je peux faire autant... Mais il y a des clins d'œil. Oui. C'est intéressant pour ça aussi. Là. Puis tu nous parles des ingrédients qu'on connaît peu ou qu'on n'utilise pas, ou très peu, nous, les Québécois. Puis là, tu nous dis d'où ça vient, puis... Oui, exactement. Mais souvent aussi, la problématique qu'il y a, c'est qu'on m'a toujours parlé de gastronomie. C'est toujours, gastronomie. Parle-nous de la gastronomie autochtone. Chacun, OK, je vais t'en parler de 5 ans, parce que c'est là que ça a commencé. Je veux dire, on n'a pas un historique d'histoire culinaire comme les Français, là, aucunement. Donc, mais j'ai dit, elle existe quand même, mais on redécouvre le territoire. On est en train de l'écrire, la gastronomie. La cuisine, elle existe depuis longtemps, mais la gastronomie, elle, on l'écrit. Fait que c'est comme vraiment quelque chose de super récent où est-ce qu'on se réapproprie le territoire et qu'on utilise les plantes à d'autres fins qu'initialement. Puis c'est pour ça que je l'écris aussi dans le livre, où est-ce que je marque, mettons par exemple, le mélilo, par exemple, qui était une plante médicinale à la base, puis que maintenant on l'utilise comme vanille québécoise, mais c'était Elle est devenue pas ça. plus à la mode maintenant. Exactement. Là, oui, parce que, Exactement. Mais initialement, c'est un remède, au même titre que le poivre des dunes, par exemple, tu sais, qui est l'ombre crispée. Mais c'est intéressant comme produit local à utiliser plutôt qu'aller chercher de la vanille, tu sais, même sur le plan de la production locale, de savoir c'est quoi notre terroir aussi. Moi, j'ai cet intérêt-là, tu sais, j'en ai chez moi parce que je me suis dit, hey, la vanille, ça vient d'ailleurs, pourquoi pas utiliser qu'est-ce qu'on a chez nous qui peut remplacer cette... Oui, bien totalement. Moi, je suis d'accord avec ça, il n'y a aucun problème avec ça. C'est la raison pour laquelle je l'ai intégré dans le 3e volet. Maintenant, tu sais, si je ne l'ai pas mis dans le premier ou dans le 2e, c'est parce qu'on ne les utilisait pas. Ça, pour ça. Sinon, dans notre cuisine, la cuisine qu'on a... quand que je parle du livre, il y a, dans la 2e partie, c'est la cuisine d'antan. Puis c'est là que, justement, je suis allée essayer de faire ça au village québécois d'antan. Ça, c'est un défi supplémentaire qu'à chaque fois, je me dis, mon Dieu, ça m'a tellement donné du trouble. Mais je le recommencerai, le pire. C'est d'antan, donc avec les outils d'antan aussi. Là. Oui, bien c'est ça l'affaire, c'est que... il n'y a pas d'électricité? Non, bien il y avait juste une prise, tu sais. Fait que c'était un petit peu compliqué quand tu vas avoir un flash, tu sais, il est comme occupé. Fait que je ne peux pas l'utiliser. Puis des fois, la prise, elle n'a pas assez d'ampères non plus pour mon matériel.
Fait que là, tu sais, je vais pas faire sauter, parce que si on fait sauter, ben il n'y a pas personne pour venir... je sais pas où ce qu'elle... Ben non, il y a des fois, ça avait sauté une fois, puis là, ben il fallait descendre dans la cave, mais c'est une vraie cave, là, tu sais, je suis comme, ouais, OK. Donc, il y a eu des petits défis techniques. Oui, beaucoup, mais ça m'a permis... Comme il y avait des défis dans le temps pour... Oui, ben exactement. En fait, et là, qu'est-ce que tu as cuisiné au village? Quand tu dis le chapitre de cuisine d'antan, c'est quoi exactement? Ben c'est notre cuisine réconfortante. Alors, tu sais, toute la cuisine réconfortante, autant de la sauce à spaghetti que c'est une quiche aux têtes de violon, que ça peut être... j'ai un repas de Noël carrément là, que j'ai décidé d'intégrer dedans, où est-ce que je cuisine du canard à l'érable, mais tu sais, qui fait office à la place de la dinde, là, finalement. Oui. Là. Mais c'est un peu ça, là. C'est juste que je m'attends... En fait, je savais pas dans quoi je m'embarquais. Ça fait partie des projets. Oui. Mais en même temps, c'est fou, hein? Ce livre-là, c'est l'expression d'une espèce de pèlerinage que j'ai fait durant 1 an. OK? Parce que j'avais 1 an pour effectuer le livre. Puis c'est pas comme décider de faire une encyclopédie où est-ce que tu fais juste écrire des choses puis que... Mais là, il y a les arrivages, en fait, qui est un défi, c'est ça. Là, c'est des parce saisons. Que le défi est de les poser. C'est ça, le défi. Parce que... écrire un livre de recettes sans que tu aies sans images, ça se faisait avant ou avec un dessin, mais c'est plus possible maintenant. Donc, pour pouvoir avoir les photographies, il faut que j'aie la vraie affaire. Parce que les éditions ont beau dire, t'as qu'à remplacer quelque chose, par ça par quelque chose d'autre, tu veux que je remplace ça par quoi? Tu sais, je veux dire, le castor, le type de viande, ça ressemble à rien, là. Tu sais, je veux dire, je peux pas... simuler. Je peux pas simuler. Ouais. Ça fonctionne pas. Est-ce que tu peux nous nommer des trucs... parce que pour toi, c'est évident, là, mais pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi les trucs traditionnels, les trucs cocooning de pour moi, c'est le fameux remusqué aux pommes. Là. Pour moi, c'est vrai? Ça, j'adore ça quand je m'en c'est même pas un animal auquel j'aurais pensé manger, tu vois. Le remusqué, il y avait le castor également aussi. Oui, il y a le castor, une saucisse de castor. Comment sont les chairs? Est-ce que c'est tendre? Oui, c'est super tendre. Ben, en fait, ça dépend de la manière que tu la cuis. Oui, mais si tu l'apprêtes bien, oui, c'est tendre. La seule affaire, c'est que ça dépend de la grosseur de la bête, ça dépend quand tu vas le trapper aussi, parce qu'elle n'aura pas le même goût dépendamment de quand tu vas l'avoir trappé. Parce que des fois, quand ils sont dans leurs hormones, il y a un goût plus fort un petit peu au niveau de la viande. Donc, il faut l'adoucir à ce moment-là. Donc, une autre technique à devoir effectuer. Fait qu'il faut l'indiquer, ça. Mais sinon, autrement, non, c'est une viande hyper tendre, hyper douce, comme le remusqué. Je peux le comparer un peu à du brun de poulet, là. C'est ça. Puis où les gens peuvent se procurer ça? Ça, c'est toujours la grosse question. Non, c'est pas en chassant, c'est en trappant, c'est autre chose. Ah oui, OK. La trappe, c'est la trappe. Mais tu n'as pas besoin d'avoir un permis de trappe pour ça. Ça, c'est la chance qu'on a parce qu'il y a la MAPAC a un flou là-dessus où est-ce qu'on peut... Ça, c'est un secret qu'on dévoile, là. Grand secret. Mais les trappeurs... Toute la province va être au courant. Oui, mais les trappeurs le savent. C'est-à-dire que ce qui est interdit de vendre, c'est de la cuisine comme le grand gibier, la viande de grand gibier. Exactement. Ce qui est populaire. Donc, on parle de caribou. Ben maintenant, c'est plus populaire parce qu'on sait qu'il faut les laisser de temps un peu. Mais t'avais... ça, on va remplacer ça par le petit. Mais sinon, on a justement le caribou, on a l'orignal, on a le chevreuil. Ça, c'est dans les grands gibiers. Donc, ça, c'est pas possible non plus. Même affaire, ça rentre dans la dinde sauvage aussi. On peut l'inclure. Dans les sauvagines, c'est interdit aussi. Donc les petits gibiers, c'est là le flou? Non, même pas. C'est dans la façon de le chasser. Si c'est chassé au fusil, pas droit. OK? Essaye de t'imaginer ça, là. C'est comme ça. Il y a le fusil puis à l'arc aussi, là. Peu importe. Quand c'est la chasse, tu peux pas. Ouais. La trappe, tu peux. Donc, si c'est, mettons, du castor ou, mettons, du remusqué, tu peux demander à un trappeur, tu sais, ou le trappeur peut venir te voir puis dire, tu veux-tu avoir du remusqué ce printemps? Puis tu dis oui, OK, il peut avoir une transaction à ce moment-là. Ah, je savais pas ça. Mais sinon, pour se procurer ces viandes-là, on ne peut pas s'y procurer dans un commerce. Non, en tout cas pas pour l'instant. Pas encore. Pas pour l'instant. C'est vraiment... Donc, il faut s'adresser à un trappeur. Oui, parce que c'est pas réglementé comparativement à une viande d'élevage. Mais dans mon livre, de toute façon, je dis que vous pouvez remplacer par des viandes d'élevage sans problème. Oui, mais c'est ça aussi, là, parce que c'est ça que tu présentes, en fait, ce qui est original, ce que vous souhaitez, ce que vous cuisinez.
Mais effectivement, on peut remplacer toutes ces viandes-là, là, mais ça donne quand même le Oui, goût ben, de je l'essayer dirais que aussi, oui. Je dirais que c'est peut-être. l'écureuil que mon cerveau, ah oui, des écureuils, on mangeait ça, ben oui. Mais il y a peut-être tu sais, des gens à Montréal qui vont être contents. Il y a beaucoup ben, d'écureuils. ouais, mais tu peux pas C'est pas trapper la même chose. tu peux pas trapper l'écureuil de ville, ça Ouais. marche pas. Oui. Ouais. Mais puis encore là, Oui, il y a parce des que il y a l'animal, des, qu'est-ce qu'il mange aussi, c'est important, là, tu sais. Ben, c'est On sûr que s'entend. moi, je mangerais pas nécessairement l'écureuil qui vient de Montréal. Ben, là. c'est ça, c'est pour ça que je dis ça. Ni le raton non Ouais. plus, je vais laisser faire. Mais sinon, ben, ça se mange du raton. Pas mal Ouais. tout se mange, Ouais. sauf certaines viandes qui est réutilisée pour, des fois comme appât, pour attirer d'autres OK. bêtes. Mais Mhm. bref, c'est un peu ça. Donc, ça, c'est tout ce qui s'appelle viande de trappe. Donc, OK. on a quand même la possibilité de pouvoir OK. faire affaire avec des trappeurs. Oui. Viande de chasse, on peut les remplacer par des viandes d'élevage. Et puis, sinon, ben, poissons, crustacés, tout ça, c'est quand même quelque chose d'accessible là, qu'on peut retrouver. À l'exception du phoque, là, que je vous dirais qui est peut-être plus difficile. Ça dépend vraiment de où est-ce qu'on est situé sur le territoire du Québec. Tu utilises beaucoup les petits fruits dans tes recettes Oui. aussi. Ben, ça fait partie Ouais, de la culture ouais. autochtone. Quand Ouais. tu es un peuple chasseur-cueilleur, ben, tu vas mélanger tes fruits avec ta viande. D'ailleurs, la fameuse canneberge, la toka, Oui. va se retrouver avec la dinde, pas pour rien. C'est un héritage qui vient direct de l'héritage autochtone. Ton repas préféré Ben, dans les traditions, là, la sagamité, c'est comment? ben, la sagamité, je l'aime beaucoup, c'est Ouais. sûr, parce que c'est un plat très réconfortant Ah. qui me rappelle mon Expliquons c'est enfance. quoi, là. le sagamité? Parce que nous, on a eu... Oui, mais la sagamité, c'est une soupe repas. Fait que c'est une soupe repas puis qui est principalement... Les gens qui vont la faire, du moins qui l'ont faite de façon traditionnelle, sont situés davantage dans la vallée du Saint-Laurent, sauf à l'exception des Wendat, qui eux autres sont situés à Québec, qui vont aussi faire la sagamité. D'ailleurs, ils ont un restaurant qui s'appelle la sagamité. C'est vrai. Ben oui. Donc, ils ont quand même cette possibilité-là. Mais sinon, autrement, tu sais, ce que c'est, entre autres, c'est une soupe aux 3 sœurs. Donc, on retrouve l'haricot, le maïs et la courge. Et dépendamment, si on la fait de façon végétalienne, à ce moment-là, on va utiliser un bouillon, plus de légumes, mais qu'on va rajouter des noix dedans, ou graines de tournesol, OK. par exemple. Et si on le fait à base de viande, bien, généralement, c'est avec soit des morceaux de viande dedans, pour que ça soit vraiment une soupe repas. Ou si on la mange plus en entrée, on en fait comme un consommé. OK. Il y a beaucoup de repas avec des viandes. Tu sais, on Ouais. est beaucoup dans la Ouais. viande, Ouais. peu dans les légumes. Tu as nommé les 3 sœurs, qui sont vraiment les légumes de base de la cuisine autochtone, de plusieurs communautés autochtones, en fait, Amérique du Nord et Amérique du Sud, je dirais. Est-ce que c'est international? Oui, Oui, totalement. je pense qu'on peut dire ça, Oui, hein? parce que alors, moi, c'est là que je l'ai appris, en fait. Mon Dieu, je l'ai appris, je pense, en 2005. OK? Ouais, avec un Chilien que j'ai rencontré dans le Nord. Tu sais, on était perdus tous les deux. On était dans Nunavik, puis on faisait un échange culturel, puis il était présent à ce moment-là. Puis c'est lui qui m'a dit, hey, tu sais, il savait que je tripais cuisine et tout. Puis il m'a dit, hey, maintenant, j'ai dit, je t'inviterai, puis on va cuisiner. C'est tu sais, la cuisine de maman. Tu sais, je suis comme, OK, parfait. Ouais. Puis quand que je suis allée chez lui, il faisait le porotos granados con mazamorra, qui veut dire maïs moulu avec des haricots. Donc, c'est vraiment la même chose. Exactement, c'est les mêmes ingrédients. C'est ça. Donc, c'était du maïs qui était moulu avec des haricots rouges, puis avec de la citrouille. Fait que j'ai dit, mais mon Dieu, c'est les mêmes. C'est les Tu sais, trois. c'est 3 sœurs. T'as comme, Ouais. ben oui. J'étais Oui. comme, ah, OK, fait que c'est OK, c'est dans tous les continents. Mais c'est là que je l'ai appris. Tu sais, ça, Ouais. comme poser des fois, moi aussi, là, j'ai une bonne connaissance, mais c'est sur des années. Les têtes de violon aussi, ça revient. Oui, Ah, c'est nous, un on légume. on n'en mange pas tant que ça ici. Ben, on en retrouve à l'épicerie. On en retrouve, oui. On en retrouve, mais les gens ont souvent peur de ce légume-là, Ouais. parce que Ben, on faut est pas savoir le tombé malade. cuisiner. Ouais, c'est ça, Ouais, le exactement. cuisiner, oui. Ben, c'est une fois que tu le sais, Ouais. ça va, là. Je veux Oui. dire, c'est pas tant compliqué non plus, là, c'est de le Ah faire non, en c'est 2 pas, eaux. non, mais c'est pas il faut faire bouillir avant. Tu sais, c'est un peu ça, là. Oui, Le faut- nettoyer, puis bien... Ben, c'est ça qu'il faut faire en ouais. premier. Ouais, Moi, c'est je ça. le fais souvent en 2 eaux, là. ouais, Donc, mais c'est ce qu'on conseille, là. en oui, fait. pour Oui. enlever la toxine Oui, qui se c'est retrouve ça. dedans. Mais bref, c'est Sinon, ça, c'est peut que... donner un petit mal de ventre. Ça T'en va fais léger. Mais bref, c'est ça. Donc, c'est les têtes de violon, oui, c'est notre légume qu'on va manger, surtout au printemps, qui est parce que c'est la cueillette se passe là. Puis ça se conserve pas très bien, sauf
Dans le vinaigre. Congelé, là. Oui, il y en a Ou qui dans le vinaigre, marinés, en fait. Oui, ils peuvent le faire. Moi, Ouais. d'ailleurs, j'ai une recette de Oui, je ai fait. de tête de violon marinée, mais sinon, autrement, c'est soit justement dans le vinaigre, soit qu'on va le faire congeler. Mais tu sais, ça se conserve pas très longtemps, puis quand on décide de le faire congeler, ben, ou de le mettre dans le vinaigre, on n'a pas le choix d'avoir une cuisson, parce que sinon, le légume en tant que tel ne se conserve pas bien. Il vient qu'à s'oxyder rapidement. Fait que C'est un ça, légume c'est fragile. des légumes de saison. Ouais. Puis c'est le fun, les saisons aussi. Oui. Tu sais, parce que la saisonnalité dans la cuisine, c'est intéressant. Tu sais, on est tellement habitué d'avoir accès à toutes sortes d'aliments qui viennent de partout dans le monde, Ouais. en tout temps. Tu sais, même on en parle de plus en plus, là, les fraises, les framboises et tout ça. Mais moi, j'aime aussi les manger et attendre le moment pour les cueillir, pour les manger. Ben, quand ils sont à terme, c'est pas mal mieux aussi. Ben, c'est sûr, ça goûte pas la même chose, une fraise du Québec versus une fraise de la Californie. On s'entend. On s'entend. Fait que C'est clair. donc, c'est la même chose pour ce qui est... Ouais. Mais tu sais, là, moi, ce que j'aimais bien dans le livre, c'est que je fais découvrir aussi d'autres moins connus. Oui. Oui, Tu sais, effectivement. les amélanges, par exemple, les Ouais. érelles. Je peux faire découvrir aussi le pain bina, qui était, c'est vrai. qui était très connu chez les Québécois, jadis naguère, puis qu'on a eu tendance à l'oublier aussi. Donc, c'est bien de pouvoir le remettre et de montrer que, ben oui, ça fait partie de notre terroir, à nous deux. Ça, c'était les plats plus traditionnels, la première partie de ton livre. La première partie, c'était encore plus traditionnel que ça. Ou est-ce que là, on est plus dans la technique, c'est plus du savoir-faire. D'ailleurs, le livre s'appelle carrément « Saveur et savoir-faire d'aujourd'hui ». Fait que c'est vraiment, le savoir-faire est là. Fait que c'est, la raison, c'est que on décide, je montre aux gens, s'ils veulent le faire, je montre comment faire un fumoir par toi-même, t'en faire un toi-même. Donc, si tu veux faire rôtir le castor, qu'est-ce que ça te prend pour rôtir le castor de façon traditionnelle? Ça te prend des perches. Moi, je le marque que ça prend des perches. Oui. Tu sais, c'est facile. Tu sais, ça, c'était une des affaires que je me disais, mais comment je vais... J'ai dû faire un livre de recettes de cette manière-là, et pas évident, parce que, bon, l'ingrédient que ça te prend, c'est un castor, puis c'est tout. Fait que c'est, OK, ingrédient, castor. OK, mais à part ça, c'est comme... Comment on travaille le castor. Exactement. Ben là, ça va prendre... OK, là, ça prend quoi? Ça prend un fil à collet. Fait que là, OK, fait que là, faut que j'aille chercher ça. Il faut que j'aille chercher des perches. Il faut que je les arrange. Puis, bon, à quelle distance, comment l'arranger? Ça prend des photos pour que les gens le visualisent aussi. Alors, c'était vraiment ça pour moi. Puis ça, c'était important, d'autant plus que je m'étais dit, écoute, là, on est rendu à un temps où est-ce que on est ouvert, on est là les Autochtones aussi font des trends qui sont sur TikTok, puis qu'on décide de faire nos propres recettes, tu sais, qu'on va essayer parce qu'il y a plein de chefs qui décident d'en faire, puis on décide d'en faire aussi des recettes. Et on finit par oublier nos ressources à nous, nos choses, tu sais. Et quand on va pas voir, parce que souvent, ces personnes-là, tu sais, on fait pas rôtir le castor à tous les jours, on s'entend, là. Il y a une période vraiment précise pour pouvoir le faire, puis il faut avoir la denrée, puis bon, etc. Il faut retourner aux sources encore, là, tu sais. Donc là, qui est capable de pouvoir montrer ça? Parce que moi, si j'ai pas personne qui me l'a montré, ben je peux pas le montrer aux autres. Fait qu'il faut qu'il y ait une transmission qui se fasse. Puis là, je me suis dit, il y a des aînés autour qui, tu sais, sont rendus en fin de vie, puis qu'ils ont... Il y a toute une génération là, qui s'en va. Là. Qui s'en va, et qu'eux ont le savoir, et qui n'a pas nécessairement été transmis parce qu'il y a eu de la technologie. Donc, il faut, si on veut, qu'il y ait de quoi d'écrit pour qu'au moins être capable de le refaire. Là. J'ai même été... J'étais rendu loin là, dans ma tête. Je me disais, hey, on prend ça un code QR pour que les gens puissent le voir. Il y a un film. J'étais rendu loin dans ma tête, mais finalement, je n'ai pas fait. Le numéro 2. Numéro 2, Le temps file. J'aimerais ça que tu nous parles. Tu en as glissé le mot au début de l'entretien, mais de la gastronomie autochtone. Oui. Ça consiste en quoi, en gros? Ben, comme j'en ai parlé un peu, c'est que en fait, c'est juste qu'on redécouvre notre territoire. Donc là, on se permet d'avoir l'accès, on a accès à toute la technique, toute la technologie qu'on n'avait pas jadis naguère. Maintenant, on peut l'utiliser. Là. Je ne m'empêcherai pas de prendre mon air fryer si je veux l'utiliser. Fait que là, c'est comme possible. Là, tu développes d'autres techniques. Exactement. Il y a d'autres techniques. Il y a des cuissons sous vide, plein d'affaires. Il y a ces techniques-là qui sont différentes. Et sinon, autrement, c'est au niveau des ingrédients. Parce que, comme j'avais expliqué initialement, le sumac, on s'en sert pour des maux de gorge. On s'en sert pas pour épicer notre gravlax. Donc là, je peux me permettre ça et je le fais. Puis goûtez-y, c'est super bon. Puis bon, je décide d'en faire quelque chose d'autre qu'un remède.
Et donc, c'est ça, la nouvelle gastronomie, c'est ça. Puis à travers ça aussi, il y a des choses qu'on a appris des autres, comme la cueillette des champignons, qui était pas mal inconnue chez les Autochtones. On laissait ça de côté. Le chaga était utilisé surtout pour transporter le feu. C'était pas fait, ou pour soigner des plaies, c'était même pas culinaire. Ouais. Donc là, maintenant, on peut se permettre de le faire. On a redécouvert cette denrée-là, en fait. Puis, c'est pas tout le monde qui connaît la mycologie, mais heureusement, il y a on a quand même des ressources possibles. Puis ça, c'est accessible aussi là, sur le net, où il y a d'autres cueilleurs, finalement, qui nous permettent ça. Et puis, ben, je peux commencer à faire ces recettes-là. Donc, il y a quand même plusieurs recettes à base de champignons qu'on retrouve dedans. Est-ce que tu as fait quelques salons du livre là, jusqu'à date avec ton livre? Oui. Est-ce que tu sens de l'ouverture des Québécois, une curiosité? Ou... Je vais être très honnête. Ça dépend où est-ce que tu vas. Okay. Moi, j'ai fait 2 salons. Là. J'ai fait un salon du livre de Rimouski. C'est pas la même clientèle que celle de Montréal. On s'entend que celle de Montréal va feuilleter le livre, va faire... OK, ça c'est du rhum musqué, ça c'est OK, canard, ça ne pas si pire, mais sinon le reste, regarde, perdrix, j'ai pas ça. Fait qu'il regardait toutes les denrées qui ne pouvaient pas avoir accès comparativement à quand que je me ramasse à la Rivière-du-Loup, qui est une très... c'est plus accessible pas Rimouski, Rivière-du-Loup, exactement, oui. Plus Rimouski, mais justement à Rimouski, où est-ce que les gens étaient chasseurs, puis que, tu sais, ils sont comment... dans ma région d'origine, au Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi, c'est la même affaire, exactement. On chasse encore, on trappe, exactement. perdrix, les lièvres, ça faisait partie de... les gens de la Tuque, bon, en région, c'est un livre de région, OK, mais vraiment, où est-ce que les gens se l'intègrent bien à ce niveau-là. Et en même temps, il y a autant d'ouverture, autant chez les Québécois que chez les Autochtones. Moi, j'ai eu beaucoup d'Autochtones qui m'ont dit hey, « Merci d'avoir fait ce livre-là, je vais m'en réessayer des nouvelles recettes. » Il y en a qui étaient comme « Oh, ça c'est plate, t'as pas mis certaines d'autres recettes. » Je ne peux pas mettre toutes non plus. Il va falloir une deuxième édition. En fait, continuer à évoluer là-dedans. On doit terminer, malheureusement. Oui, juste, est-ce que les chefs cuisiniers québécois, est-ce qu'il y en a qui t'ont interpellé ou qui aimeraient peut-être intégrer certaines recettes dans leur restaurant? Oui, mais ça fait déjà quelques années qu'on le fait déjà. Je collabore beaucoup avec les chefs québécois parce qu'il y en a qui veulent carrément mettre des thématiques à l'occasion ou sinon, ils m'invitent en tant que chef invité. OK. Ce n'est qu'un début. Et voilà. Mon Dieu, je ne peux pas croire qu'on est rendu à la fin. C'est toi qui fais la conclusion. Oui, je te laisse faire ça, cette conclusion-là. Oui, merci. Écoute, ça a été c'est très rapide pour couvrir ce qu'on voulait couvrir aussi. On a parlé évidemment de ton livre. Il y aurait beaucoup de choses sur la culture autochtone qu'on aurait peut-être aimé soulever, mais peut-être qu'il y aura une suite à un moment donné. On a sûrement soulevé de la curiosité, j'espère. Oui, effectivement. Alors, tu as bien montré ton livre « Cuisine autochtone ». De toute façon, à la fin du balado, dans le générique, on va l'indiquer. Alors, merci beaucoup. Ça fut très intéressant. Puis, comme toujours, on vous invite à nous envoyer vos commentaires et suggestions à notre adresse courriel, info@desfemmescomvous. Et à aimer, voir sur notre page Facebook, l'aimer aussi, notre page Facebook. Et bon, comme toujours, on remercie Martin Dubé, notre technicien, les Radioises Magazine, ainsi que l'équipe de Nous TV Estrie pour l'aide à la conception, à la réalisation et à la diffusion de notre balado. Alors, vous pouvez visionner notre balado évidemment sur les ondes de Nous TV, également sur notre site Internet et le magazine Les Radieuses, et aussi la version audio sur Spotify, Deezer, YouTube, Deezer Addict, Amazon Music. Et sur YouTube également. Alors, il n'y a plus de raison de ne pas écouter le balado maintenant. On vous surveille. Alors, merci beaucoup. Merci pour votre écoute. On espère que ça vous a plu. Merci encore une fois, Élisane, Vicky, et on dit à la prochaine.